Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité au boulevard du Compas tous les dimanches 13h-16h. Nous sommes à l'heure de la rubrique Un acteur à l'honneur, présentée par Venise Fiacre. Venise, bonjour. Bonjour Michel. Ou bien re-bonjour. Bonjour Michel. Donc bonjour aux téléspectateurs aussi, aux auditeurs qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un jeune homme formidable qui est Marc Saint-Julien. Il arrive fraîchement du Sénégal, il est de parents haïtiens, donc il vient nous parler de ce qu'il fait justement en Afrique, et je pense que vous devriez prendre tous vos crayons, un papier, parce que vous allez avoir des tuyaux vraiment extraordinaires. Bonjour Marc, comment ça va? Bonjour Venise, ça va très bien, et toi? Ben, très bien, merci d'être venu jusqu'ici sur Espace FM dans la rubrique Un acteur à l'honneur pour nous parler un petit peu de tes aventures. Parce que moi j'appelle ça quand même c'est vraiment une aventure, hein, parce que à ton âge, un jeune comme toi qui a pris le risque d'aller en Afrique, qui a quitté ses parents puisque tes parents sont en France, et pour aller investir en Afrique. Bon, tu savais pas encore ce que tu allais faire, mais tu savais que tu allais réussir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire déjà qui est Marc Saint-Julien? Avec plaisir. Tout d'abord, Venise, déjà merci à toi pour l'invitation. Et lorsque on a été mis en contact et que tu m'as raconté tout ce que tu faisais entre la passerelle, entre le continent africain et la Caraïbe, j'étais impressionné. Donc je me suis dit que c'était totalement des sujets que j'aimerais aborder. Et merci également à Michel Marchand, que je découvre aujourd'hui. Et par le plus grand des hasards, nous avons des liens historiques. Donc ça fait un plaisir de tous vous voir. Donc moi je m'appelle Marc Saint-Julien, j'ai 35 ans. Je suis actuellement directeur général d'un groupe immobilier en Afrique de l'Ouest. Et à côté de ça, j'ai créé mon podcast qui s'appelle Immobilier d'Afrique, qui est une plateforme dédiée à l'investissement immobilier sur le continent africain. Et pour vous parler de mon parcours, donc je suis né et grandi en Île-de-France. Mes deux parents sont haïtiens et on a grandi dans les banlieues, dans les quartiers, en 93, à Clichy-sous-Bois, à Villepinte, mais dans une éducation toujours très rigoureuse, empreinte de beaucoup de valeurs, toutes les valeurs haïtiennes de travail, d'abnégation, de sérieux, de rigueur. Et j'ai fait mes études générales, j'ai eu mon bac ES, ensuite j'ai fait une licence en économie, j'ai fait mon master en management en grande école de commerce à l'ESSEC. Et j'ai toujours eu l'exigence de mes parents qui m'ont toujours dit que nous on a été femme de ménage pour ma mère, peintre en bâtiment pour mon père, on a fait des travaux manuels, on a mis beaucoup d'investissement et d'énergie dans les travaux manuels pour que vous ayez pas à le faire. Donc rendez-nous fiers et soyez des exemples pour la communauté. Donc ça a toujours été l'exigence, tu vois. Exact, c'est ça. Je pense qu'ils sont très fiers de toi aujourd'hui. Alors justement, de Paris à Dakar, en passant par Ajaccio, comment tu as évolué justement? Quelles ont été tes expériences les plus marquantes? Alors, ma première expérience marquante, ça a été de partir en stage quand j'avais 20 ans sur l'île de Saint-Martin. Donc il faut savoir que moi, même si mes deux parents sont haïtiens, je ne suis jamais allé en Haïti pour l'instant. Ça c'est mon gros crève-cœur. J'aimerais bien y aller tôt ou tard, ça c'est sûr, et m'y investir et contribuer en tout cas. Et lorsque j'ai fait un stage aux Antilles, j'ai découvert le secteur de l'hôtellerie. Donc je travaillais au Radisson Blu de l'île de Saint-Martin, à Lens-Marcel. Et je me suis dit, je tombe amoureux de ce secteur, je veux devenir directeur. Et donc du coup, je me suis lancé le défi de devenir directeur jeune. Donc à l'âge de 25 ans, je suis devenu directeur d'exploitation du Sofitel d'Ajaccio, qui est sur l'île de Beauté en Corse. C'est un hôtel avec un peu plus de 150 employés, une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc moi j'ai toujours voulu être directeur jeune. Et Sofitel, c'est une grande marque, c'est tout à fait. Et partout en Afrique. Absolument, dans le monde entier, dans le monde entier, en France, en Europe, en Amérique latine, etc. Et ça a été marquant pour moi de devenir jeune manager, surtout en tant que noir, en tant que caraïbéen, de pouvoir comprendre les mécanismes de diriger dans la complexité française. Et puis la deuxième expérience que je citerai, c'était quand j'ai été nommé directeur de 2 hôtels au Sénégal. À cette époque-là, j'avais 28 ans. J'ai été nommé directeur général du Novotel et l'Ibis de Dakar. Donc c'était la première fois que je dirigeais en Afrique. Donc il faut vraiment tenir compte d'un changement culturel, d'un changement des habitudes religieuses, des coutumes, mais tout en étant en même temps proche de ce que moi j'ai connu de la Caraïbe, parce qu'en fait il y a un lien qui existe, qui est très fort entre la Caraïbe et le continent africain, et charge à nous de le recréer en fait. Exact.
Alors, bien que tu aies dirigé autant d'hôtels, sur des projets aussi immobiliers, qu'est-ce qui distingue justement, selon toi, un bon leader dans ces deux domaines? Excellente question. Pour moi, ça n'engage que moi. Un bon leader, avant tout, c'est quelqu'un qui se connaît lui-même. Déjà d'avoir une vraie connaissance de soi. Mhm. Parce que quand on devient manager, ce n'est pas une promotion, mais c'est un nouveau métier. Parce que c'est une chose d'exécuter des tâches, d'exécuter des actions du quotidien. Exemple, je travaille dans une usine et on confectionne des voitures. Je travaille dans un hôtel et je sers des cafés au bar. Ça, ce sont des tâches. Mais après, quand je vais diriger une équipe de barman, ou quand je vais diriger une production, je ne dirige plus des tâches, je dirige des personnes qui, elles, dirigent des tâches. Donc je dois devenir un expert dans les mécaniques comportementales et dans la compréhension de l'humain pour pouvoir gouverner au mieux et prendre les bonnes décisions. Ensuite, je dirais qu'un bon leader, il a une vraie capacité d'écoute. Mais l'écoute, elle est active. C'est pas que de l'écoute de ce qu'on dit, c'est aussi l'écoute de ce qui n'est pas dit, du langage non verbal, des comportements et des attitudes, parce que ça permet de détecter les choses à l'avance. Et puis je dirais aussi, parmi plein d'autres choses, mais le leader, il a la capacité de communiquer et de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit. Parce qu'en fait, ça crée une crédibilité, ça crée une confiance avec son équipe. Donc je dirais que c'est ces trois points, même s'il y en a plein d'autres. On sent une assurance de soi en toi, c'est fou. Et qu'est-ce qui t'a justement motivé à partir en Afrique comme ça? Je pense peut-être du jour au lendemain. Et pourquoi l'avoir fait? Et qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, mon premier contact avec le continent africain, c'est quand j'avais 19 ans. Je travaillais à l'aéroport, donc c'était les jobs qu'on fait en fin d'année après les études. Et je rencontrais beaucoup de personnes qui faisaient des allers-retours entre la France et le Mali, la France et la Guinée, la France et le Sénégal. Et eux me voyaient comme ça à mon desk, tout frêle, tout jeune. Mais Ouais. qu'est-ce que tu fais? De quelle origine es-tu? Je disais que j'étais de Haïti. Et ils me disaient, mais quand est-ce que tu viens en Afrique? L'Afrique, c'est génial. Le Mali, c'est super. Le Sénégal, c'est super. La Côte d'Ivoire, c'est super. Et je voyais tellement de l'enthousiasme chez eux que je me suis dit, mais comment ne pas aller explorer une terre où d'où viennent nos ancêtres? En fait, savoir d'où on vient, ça permet de créer une connexion avec soi-même, d'avoir confiance en soi et de ne plus marcher sur cette planète Terre comme si on était des invités ou comme si on dérangeait, mais en sachant exactement quel est le point d'origine de mon existence. Et en ayant pris ce pari-là, j'ai pris mon avion, je suis parti faire un stage au Mali et j'ai adoré. J'ai adoré le fait que ce soit en développement, que on soit très axé sur les liens humains, que tu puisses parler à tout le monde dans la rue et tout le monde va t'accorder du temps. Si tu arrêtes quelqu'un dans la rue, il va arrêter sa journée pour t'aider dans tes tâches et dans ce que tu as besoin. Le lien humain, il a été très fort. Et puis après, quand il a s'agi de choisir entre travailler par exemple au Canada, on m'avait proposé de prendre un poste de direction au Sofitel de Montréal à l'époque, ou d'aller au Novotel de Dakar, et ben, j'ai choisi d'aller au Novotel de Dakar. Parce que pour moi, bon déjà il y avait le soleil, je peux pas supporter les hivers trop forts, mais au-delà de ça, pouvoir venir dans un continent où la jeunesse est appelée à aider, où on a besoin des talents et des cerveaux qui ont pu apprendre des choses à l'extérieur et qui puissent maintenant revenir et contribuer, pour moi c'est un devoir, c'est de me sentir utile. À chaque fois que je peux être sur le continent africain et que j'apporte même 1 millimètre de valeur, j'ai l'impression d'être utile et de me reconnecter à mes ancêtres. Et justement, quand tu vois les problèmes que nous rencontrons justement en Haïti, même la jeunesse qui ne sait plus trop où il en est, quel est ton regard par rapport à ça? Écoute, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas une grande maîtrise du contexte socio-politique et économique d'Haïti, si ce n'est ce que j'entends et ce que je lis et ce que je comprends. Donc, je dois aborder ça avec beaucoup d'humilité. Mhm. Parce que quand on ne s'est pas rendu sur place, c'est très difficile d'avoir un avis. Bien sûr. Mais je sais qu'en tout cas, quand je discute avec des personnes qui, eux, ont fait et Haïti et le continent africain, ils me disent qu'il y a beaucoup de similitudes. Oui. Qu'en fait, on a des similitudes par rapport à nos complexités de gouvernance, qui est un enjeu assez fort, par rapport à l'accès à l'emploi des jeunes et les opportunités à leur donner, et tout simplement l'espoir d'un avenir meilleur. Je ressens cette difficulté-là. Mais en même temps, à chaque fois que je vois des Haïtiens partout dans le monde, dans la diaspora, souvent ils excellent. Oui. Tu vois, ils sont à des postes importants, ils sont très rigoureux, Oui. ils sont docteurs, ils sont médecins, ils sont avocats. Donc on a en nous cet esprit d'excellence, elle est là. Maintenant, de dire qu'est-ce qui se passe exactement sur l'île, franchement, je n'ai pas encore les clés. Et si on les avait, on aurait déjà solutionné cette situation. Mais j'aimerais bien, en tout cas, me rapprocher d'Haïti et de mieux comprendre. C'est ce que je voulais te demander. Est-ce que toi, ça t'intéresserait par exemple de pouvoir être un coach
pour ces jeunes en Haïti, ces jeunes leaders qui se préparent justement au nouvel Haïti? Est-ce que tu serais l'une des personnes qui dirait oui dans ce domaine-là? Alors, déjà avec grand plaisir, et de manière générale, à chaque fois qu'on m'appelle pour la jeunesse, que ce soit les jeunes de quartier, que ce soit pour les jeunes sur le continent africain, que ce soit en Haïti, je réponds favorablement. Et je me rends disponible parce que pour moi, c'est rendre service en tant que chrétien. Quand on peut donner et que ça peut apporter même une petite valeur à son prochain, on peut le faire. Et moi, si j'ai réussi à devenir directeur jeune, si j'ai réussi à pouvoir investir, si j'ai réussi à voyager, mais c'est parce que j'ai plein de gens qui m'ont aidé. À commencer par mes deux parents, qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse avoir accès à tout ça. Mais sur mon chemin, plein de gens ont cru en moi. Donc moi, c'est mon devoir, à chaque fois que une organisation, une école, une association me contacte et me dit Marc, viens parler aux jeunes, passe un peu de temps avec eux, mais je fais tout le temps le plaisir de le faire, avec grand, grand plaisir. Alors, tu es certifié coach en performance, spécialisé en affirmation de soi. Et comment intègres-tu ces compétences dans ton management et au quotidien? Écoute, ça c'est une très très bonne question. Et je raconte souvent cette anecdote qui m'a été inspirée par Haïti justement. Tu sais, quand on est petit et qu'on se coupe ou qu'on se blesse un peu à la main, mais parfois les parents ils prennent un peu de citron et ils te mettent dessus. Est-ce que toi tu as déjà connu ça? Oui, j'ai connu. Et en fait, quand on te met du citron sur une blessure, qu'est-ce que ça fait? Ça pique, n'est-ce pas? Mais par contre, si je te mets du citron sur une main qui n'a rien, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait rien. Ouais. Alors, les mots d'une personne, les insultes, les propos, c'est comme des gouttes de citron sur une blessure. Ça ne peut faire mal que si c'est déjà blessé. C'est vrai. Et donc, du coup, la première chose que j'enseigne et que je coach dans les mécaniques comportementales, c'est que lorsque je suis vexé, lorsque je suis touché, lorsque je suis impacté par quelque chose, c'est que probablement c'est venu appuyer sur une blessure qui est la mienne. Donc quand on prend le cas du management, et qu'il y a des dirigeants par exemple qui eux ont du mal à recevoir la critique, qui ont du mal à écouter leurs équipes, qui ont du mal à se remettre en question, et qui prennent les choses personnellement, c'est que probablement dans leur voyage de manager, il y a eu des blessures et des frustrations qui n'ont pas encore été guéries ou traitées, et qui sont encore en train de créer des séquelles aujourd'hui. Et je pense que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est un point très important pour être soit un collaborateur efficace, soit un manager efficace, parce que ça permet de ne pas transposer toutes ces douleurs et toutes ces blessures sur son équipe. Et puis ensuite, ça te donne aussi beaucoup plus d'empathie. Ça veut dire qu'on est dans une société qui devient de plus en plus dure et rigide et qui prend les choses de manière très catégorique. C'est noir, c'est blanc, j'y vais pas, on se dispute, je te bloque, et on s'entend bien, c'est l'amour éternel. Et en fait, on n'a plus cette nuance d'équilibre, et je pense que l'estime de soi, la confiance en soi peut vraiment aider sur cet aspect. Et puis une dernière chose qui m'importe beaucoup sur tout ce qui est mécanique comportementale, c'est la qualité du questionnement. Ça veut dire que souvent, on écoute les autres pour pouvoir leur répondre, on écoute les autres pour pouvoir les contredire et avoir raison. Alors que l'écoute doit être empreinte d'abord d'une qualité de questionnement. Et ça, pour avoir connu un peu dans le contexte haïtien, dans la communauté haïtienne, les conflits que nous avons, moi je vous recommande d'arrêter de lancer des pics aux autres quand on ne s'entend plus, d'arrêter de faire des invectives, mais au contraire de switcher et de passer en questionnement. Exemple, bon, qu'est-ce qui a fait que tu as réagi comme ça? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois? Si je devais mieux m'entendre avec toi, qu'est-ce que tu attendrais de moi? Si jamais on devrait avoir une relation saine à l'avenir, quels sont les 3 points qui seraient importants pour toi? Et quand tu ouvres la force du questionnement, tu crées un pont entre toi et l'autre, et la personne a envie de se connecter à toi. Et ça, c'est valable dans le personnel, dans le management et dans plein d'autres domaines. D'accord. Alors, tu mets un accent particulier sur l'intelligence émotionnelle et le leadership durable. Et comment cela se produit-il concernant concrètement dans tes équipes? Alors, généralement, moi j'aime bien prendre le temps de connaître individuellement mes équipes, puisque chaque individu est régi par son bénéfice futur. Dans une de mes formations avec Éric Blondeau, on a abordé la notion que ce qui motive une personne, c'est soit la recherche d'un bénéfice futur ou l'évitement d'un risque futur. Donc bien connaître ses équipes, ça permet de savoir tout à chacun qu'est-ce qu'il recherche au travail. Certains c'est pour l'argent, d'autres c'est pour la reconnaissance, d'autres c'est pour se former, d'autres c'est pour l'épanouissement. Donc déjà connaître son équipe c'est très important. Et puis ensuite, moi je suis un adepte du développement des compétences. Ça veut dire que je suis un fervent croyant qu'en chacun d'entre nous se trouve le potentiel de faire plus. Parce que je m'inspire beaucoup du sport, j'aime le football, et je crois dans la progression. Donc à chaque fois que quelqu'un vient me voir dans une posture de victime, en me disant c'est dur, je peux pas,
je le renvoie à sa condition de sportif en disant tu peux le faire et c'est possible. Et je finirai par cette anecdote qui dit que dans une même casserole, l'eau bouillante endurcit l'œuf et ramollit la pomme de terre. Ce qui veut dire que les circonstances dans lesquelles tu vis, soit tu choisis de les voir comme quelque chose de négatif, donc ça va te ramollir et ça va te faire baisser les bras, ou soit tu te dis, c'est parce que j'ai vécu des moments difficiles que je me renforce. Et moi qui suis originaire d'Haïti, avec des parents où on a grandi dans le 93, avec très peu de choses au début, mais c'est une force tous les jours, c'est pas une injustice. Non. Je dis merci au ciel d'avoir vécu ça, parce que ça m'a préparé maintenant à gérer l'adversité, en fait, ça m'a rendu plus fort. Alors, dans un monde justement plein d'incertains, comment définirais-tu la performance durable? Alors, si je fais référence allez, on va aller sur le continent africain et sur le management des entreprises et comment gouverner et diriger, je dirais que la performance durable, c'est de ne pas être tout le temps dans une quête de résultats à très court terme. Exemple, de faire des quick wins, d'essayer rapidement de faire un bénéfice à très court terme qui va endommager le long terme. Mais c'est de se dire comment je mets en place une gouvernance qui dure bien. Comment je mets en place des modes de communication en interne qui fait que ça tourne bien. Comment moi, en tant que dirigeant, je fais en sorte que mon équipe puisse travailler même quand je suis absent ou quand je pars en congé. Parce que l'un des gros problèmes, c'est que souvent dans les organisations, lorsque le leader n'est pas là au quotidien, on te dit ça ne marche pas. Ou lorsque toi, je sais que tu es intéressé par le continent africain et tu sais que tu as beaucoup de projets, on se dit souvent, mais si je suis pas à côté pour tout suivre, rien n'avance. C'est ce qui se passe même en Haïti. Et ben voilà, il y a des passerelles. Et donc je me dis, comment faire pour créer du long terme? Je ne veux pas, moi, créer quelque chose qui va être bien quand je suis là et qui ne va pas me survivre quand je vais arrêter de m'y investir. Je veux vraiment m'investir sur le long terme. Donc ça, c'est la communication, le reporting, la structuration, impliquer tout le monde, mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ne pas nommer des personnes par amitié et par affection, mais de se dire je nomme cette personne parce qu'elle a des compétences. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là qui compte beaucoup. Et là, tu es de passage justement à Paris et tes parents. Parle-nous un petit peu de tes parents. Comment ils voient Marc Saint-Julien? Qu'est-ce que ta maman te dit? Quelle fierté? Enfin, comment exprime justement ta famille par rapport à ça? Écoute, déjà, mes parents, ils nous ont toujours soutenus pour viser haut. Ça, c'est clair. Le mot qui caractérise que ce soit mon père et ma mère, c'est l'ambition. Ils ont toujours mis l'avant sur ce n'est pas parce que tu pars d'ici que tu seras toute ta vie ici. Vise toujours plus haut l'exigence, que ce soit pour les notes, que ce soit pour le comportement, pour l'attitude. Si j'amenais une moyenne de 16 ou 17 et que j'avais un retard, ma mère allait regarder le retard. Donc elle veut créer des conditions d'exigence, ça c'est le premier point. Le deuxième point, elle veut qu'on soit toujours irréprochable. Ça veut dire qu'elle nous a préparé à un monde qui est très difficile, qui est très injuste et qui ne va pas toujours aller dans ton sens. Oui. Donc, d'être irréprochable, ça permet d'avoir une place à la table des discussions sans qu'on puisse te pointer du doigt. Et puis surtout, la religion, la droiture, les principes, les valeurs ont toujours été érigés au-dessus de tout. Ça veut dire que c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu peux traiter les personnes comme tu veux. C'est pas parce que tu réussis que tu traites les personnes comme tu le souhaites. Et tous les ans, on allait par exemple à la fête de Noël à l'hôtel de ma mère où elle était femme de ménage. Et ça nous a permis de vraiment voir les valeurs. Et moi, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait de l'hôtellerie par la suite. Il y a peut-être un lien. Donc franchement, on a toujours, moi je dis toujours, c'est grâce à mes parents qu'aujourd'hui je suis là. C'est ce socle qu'ils m'ont donné qui fait que je suis là. Et là, je vais parler aux jeunes aujourd'hui qui ont 10, 15, 20 ans. À l'époque, je ne me serais pas dit ça. Quand mes parents étaient trop stricts avec moi, trop exigeants avec moi, j'avais l'impression que c'était pas juste, qu'ils étaient méchants, qu'ils étaient durs. Mais c'est seulement des années après, je me suis dit, mais heureusement qu'ils ont eu le courage d'être stricts avec nous, parce qu'ils m'ont préparé aux adversités que le monde nous présente tous les jours, en fait. Exactement. Alors, en tant qu'Haïtien en Afrique, comment justement cette communauté t'ont accepté? Est-ce que tu n'as jamais ressenti la différence? Oui, je suis haïtien. Comment ils t'ont accueilli là-bas? Écoute, Ce continent en fait, hein, bien puisque sûr, tu étais dans plusieurs pays d'Afrique. très bon point, je dirais à bras ouverts. Quand je suis arrivé au Sénégal, je suis arrivé chez moi à la maison. On te tend les bras, on te demande d'où tu viens. Et d'ailleurs, il faut savoir cette anecdote, c'est que lors du séisme terrible qui a frappé Haïti, le Sénégal
Oui, à demander. à demander à recevoir ce qu'ils appellent les pupilles de la nation. Et ils ont reçu des étudiants haïtiens au Sénégal, mais à bras ouverts, avec une Ouais. fierté. Et par hasard, un jour, j'étais sur un chantier et je croise un ingénieur et je l'entends parler avec des équipes et je reconnais un accent haïtien. Donc là, pas possible. Je m'arrête, je dis, mais excusez-moi, mais vous êtes d'origine haïtienne? Il me dit, oui, tout à fait, je suis pas d'origine, je suis haïtien. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que vous êtes là, etc. Racontez-moi. Et il me dit, bah oui, j'ai fait partie de ces pupilles de la nation, on a été formés. Aujourd'hui, je suis ingénieur en génie civil et je suis des chantiers, je suis des travaux. Donc, il y a eu une hospitalité qui est remarquable et je suis vraiment un partisan qu'il faut recréer ce lien. Parce que c'est une passerelle, c'est chez nous aussi, on vient de là, que ce soit le Sénégal, le Bénin, la Guinée, le Congo, il y a des forts liens quand on étudie l'histoire et même quand on regarde les faciès. C'est vrai. Quand je regarde le faciès d'Haïtiens que je connais et que je suis en Guinée ou que je suis au Sénégal, je me dis waouh, mais on Au dirait Bénin mon cousin, aussi, on dirait ouais. un frère, on dirait un membre de la famille en fait. Et donc, comme je te disais, quand tu arrives justement en Afrique et que on t'accueille à bras ouverts et là tu te retrouves directeur d'un grand hôtel, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Comment tu as pu justement t'adapter dans ce statut qui était quand même assez difficile, je pense, hein, pour un jeune, de pouvoir travailler dans ce domaine et puis avec ton statut, tu as eu des personnes beaucoup plus grandes que toi et est-ce que c'était difficile? Quelles sont les choses les plus difficiles que tu as pu rencontrer avec ton métier de directeur? Ça c'est une question très importante, parce qu'elle fait référence à la... Bah écoute, tu vas nous on fait la parler pub. de ça tout de suite après une petite pub Allez, avec musicale, Michel. Non, c'est la pub carrément. Voilà. Allez, la Courte pub. pause et on revient avec Marc et Venise pour cette entrevue très très intéressante sur la radio dans la rubrique Un acteur à l'honneur. Pour tous vos travaux en électricité, bâtiment et dépannage, spécialement pour les installations et la maintenance de bornes de recharge pour voitures électriques. Contactez 4D